Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Les combats continuent de s'intensifier au Tigré. L'Union africaine a donc réclamé dimanche un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Les rebelles du TPLF se disent prêts à le respecter et appellent le gouvernement d'Abiy Ahmed à se réengager dans la paix. L'épidémie d'Ebola se propage en Ouganda. Pour faire face à la multiplication des cas, le gouvernement a décidé d'imposer un confinement, un couvre-feu et une interdiction de déplacement dans 2 districts. Des files d'attente à rallonge devant les stations-service. Le mouvement de grève continue dans le secteur des raffineries et pourrait s'étendre à d'autres secteurs. Mardi, plusieurs corps de métier sont attendus dans la rue pour réclamer la même chose, une hausse des salaires. En Éthiopie, face à la recrudescence des attaques dans la région du Tigré, l'Union africaine a appelé le gouvernement à cesser immédiatement les hostilités. Addis Abeba se dit prêt à discuter tout en disant vouloir prendre le contrôle des sites fédéraux dans la région septentrionale du Tigré. Mathieu Nicolas pour les détails. Après l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne, c'est au tour de l'Union africaine d'exprimer ses inquiétudes. Dimanche, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans la région du Tigré. L'Union africaine s'inquiète de l'intensification des combats dans cette région. Le président exhorte les parties à réengager le dialogue conformément à leur accord pour diriger les pourparlers qui seront convoqués en Afrique du Sud par une équipe de haut niveau dirigée par le haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique et soutenue par la communauté internationale. Un appel auquel ont rapidement répondu les rebelles du TPLF. Le groupe s'est dit prêt à le respecter. De son côté, le gouvernement éthiopien a répété lundi être aussi disposé à des pourparlers de paix, tout en précisant vouloir poursuivre ses opérations militaires dans la région septentrionale du Tigré. Le gouvernement est contraint de prendre des mesures défensives pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays face aux attaques répétées des autorités rebelles du Tigré, en collusion active avec des puissances étrangères hostiles. Il est donc impératif que le gouvernement d'Éthiopie prenne le contrôle immédiat de tous les aéroports, autres infrastructures fédérales et installations, tout en poursuivant ses objectifs, être déterminé à une résolution pacifique du conflit via les pourparlers de paix sous l'égide de l'UA. Cet appel de l'Union africaine intervient alors que la violence s'intensifie dans le Tigré. La ville de Shiré, dans le nord-ouest de la région, a été la cible pendant plusieurs jours d'une offensive commune des troupes éthiopiennes et érythréennes. Selon le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed, un règlement global est négocié apportant une paix durable et nécessaire. Addis Abeba et les rebelles tigréens s'étaient engagés il y a peu de temps à se mettre autour de la table, mais les pourparlers qui devaient débuter il y a 9 jours en Afrique du Sud n'ont jamais démarré. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir il y a 2 semaines lors d'un putsch, a été désigné vendredi dernier à l'unanimité président de la transition jusqu'à une élection présidentielle prévue en juillet 2024. Mathieu Nicolas. Premier déplacement en tant que président de la transition. Dimanche, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu au 35e anniversaire de la mort de Thomas Sankara. Une première sortie très scrutée. Pour nous, c'est un engagement, c'est un signe fort au sommet de l'État, à travers le capitaine Ibrahim Traoré, que la transition devrait pouvoir se mener dans les aspirations du président Thomas Sankara, c'est-à-dire rester en phase avec les aspirations du peuple. 2 jours plus tôt, Ibrahim Traoré est officiellement devenu le nouveau président de la transition à l'issue des assises nationales. Un pouvoir qu'il devra remettre en 2024 après les élections présidentielles. Nous sommes satisfaits des travaux et nous lançons un appel à l'ensemble des populations du Burkina Faso de soutenir fortement et fermement cette transition pour que dans les 21 mois, nous puissions aboutir aux résultats. Vendredi, ces assises nationales qui réunissaient des représentants de l'armée, de la police, des organisations coutumières et religieuses, des déplacés internes ont donc adopté une charte de transition.
Elle maintient un gouvernement de 25 membres et une assemblée législative de 71 membres. En tête de liste, 2 priorités. Vous auriez remarqué que les objectifs de la transition ont été recentrés sur la lutte pour la sécurité, pour recouvrir l'intégrité du territoire et remettre les populations déplacées dans leur localité. Le capitaine Ibrahim Traoré a assuré que Ouagadougou continuerait à respecter les engagements pris sous le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba vis-à-vis de la CEDEAO. Et si les assises nationales ont porté officiellement au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré et ont permis de dessiner les contours de la future transition politique, du côté de la population, la réaction a été mitigée. Reportage de notre correspondant Edem Aebla. Au lendemain des assises nationales censées ouvrir la voie à une nouvelle période de transition, les avis sont diversement appréciés par certains observateurs avisés de la politique burkinabé. Le capitaine Traoré a montré visiblement cette volonté de ne pas vouloir en fait s'éterniser au pouvoir. D'ailleurs, il n'a même pas cherché à être le président de la transition, d'où il a convoqué en fait les assises afin que les assises puissent en fait nommer un chef de l'État transitoire. Transitoire, qu'il soit civil ou militaire. Je pense que les Burkinabés se sont engagés dans un chemin sans issue. Quand vous faites un coup d'État, c'est un coup d'État. Vous n'avez plus besoin d'assises nationales pour désigner le premier responsable. C'est lui qui a fait le coup d'État là. C'est pour lui. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Vous avez fait le coup d'État, assumez vos responsabilités jusqu'au bout. 2 semaines tout juste se sont écoulées depuis le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Par ailleurs, la classe politique fait une rétrospection sur ces 2 coups d'État perpétrés en 8 mois. Un premier coup d'État qui a enlevé à la tête du pays un civil pour rectifier la marche du pays, et un deuxième coup d'État qui enlève un militaire à la tête du pays pour rectifier la rectification. Et du coup, j'analyse ça comme une mésentente entre des frères d'armes, des frères du même corps. Et du coup, on peut comprendre que si nous nous sommes entendus sur quelque chose et que la chose ne marche pas dans le sens de l'accord, il est un devoir pour nous et entre nous de corriger ça. Voilà comment je vois en tout cas les 2 coups d'État et particulièrement le second coup d'État. La salle de conférence de Ouaga 2000 a abrité les assises nationales sur la conduite de transition au Burkina Faso du 14 au 15 octobre 2022 et les Burkinabés attendent beaucoup de cette nouvelle transition. Et on reste au Burkina Faso où un nouvel assaut meurtrier a eu lieu contre les forces armées. Au total, 12 personnes, dont 4 soldats, ont été tuées samedi dans le centre-nord du pays. Il s'agit d'une embuscade contre une unité d'un détachement qui était en mission de reconnaissance dans la commune de Bouroum. Et sur le terrain sécuritaire, toujours au Mali, 2 casques bleus de la MINUSMA ont été tués et 4 autres ont été grièvement blessés. Les soldats ont trouvé la mort quand leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé lors d'une patrouille de déminage à Tessalit, dans la région de Kidal. Ces casques bleus faisaient partie du contingent tchadien de la MINUSMA. Au total, les engins explosifs improvisés ont causé la mort de 74 casques bleus depuis le début de la mission en 2013. Autre région où la menace terroriste plane, le Niger. Sa frontière avec le Bénin devient une source d'inquiétude pour les populations qui vivent dans cette zone jusqu'ici préservée. Mais en septembre, des hommes armés ont mené la première attaque contre un poste de la douane de Malanville, la ville béninoise la plus proche du Niger, tuant 2 personnes. Valentine Exantus. Nous vivons avec la peur parce que le mal qui arrive à votre voisin vous affecte forcément. Nous voulons que les autorités anticipent avant que cela n'arrive chez nous. Maman Sani Aruna est nigérien. Cet habitant de Gaïa, une ville à la frontière entre le Niger et le Bénin, ne cache pas ses inquiétudes face à la menace djihadiste grandissante. Jusqu'ici, sa ville était plus ou moins épargnée par les attaques. Mais depuis que les hommes armés ont mené leur première attaque à Malanville, la ville béninoise la plus proche du Niger, la menace terroriste semble se rapprocher de plus en plus de cette partie du Niger. Le défi sécuritaire est là
Mais jusqu'ici, Dieu merci, on dort bien, on se réveille bien. C'est une menace, elle est réelle, nous nous en tenons compte. Et nous avons exprimé ça aux plus hautes autorités du Niger. Et des dispositions sont prises pour que le département de Gaya soit épargné. Afin de lutter contre l'éventuelle dégradation de la sécurité dans cette zone, les pays voisins tentent de coopérer main dans la main. En juillet dernier, Niamey et Cotonou ont signé un accord prévoyant entre autres un échange de renseignements et des opérations militaires conjointes. Face à la pression djihadiste qui s'intensifie, le président du Niger veut se montrer vigilant. Le Bénin est un partenaire stratégique pour le Niger. C'est un partenaire commercial important. Et quand nous savons les agissements de ces forces et leur velléité d'ouvrir des fronts de l'autre côté, nous sommes sommés, nous aussi, de prévenir des événements de ce genre. Alors que les habitants vivant entre le Niger et le Bénin s'inquiètent, Mohamed Bazoum, le chef de l'État nigérien, cherche à rassurer. Il promet de créer un bataillon militaire à Gaya, doté de tous les moyens. Le but, surveiller les 266 km de frontières que partagent le Niger et le Bénin. En Ouganda, le pays fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola. En conséquence, le président Museveni a ordonné samedi dernier des mesures pour lutter contre les nouveaux cas de contamination en imposant aux districts de Mubende et de Kassanda des confinements, des couvre-feux et des interdictions de déplacement. Précision, Lorraine Mabou. Il y aura un couvre-feu dans les districts de Mubende et Kassanda à partir de 19h jusqu'à 6h du matin. C'est sur ce temps ferme que le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné samedi soir le confinement immédiat des districts de Mubende et de Kassanda, suivi d'une interdiction de déplacement et de la fermeture des marchés, bars et églises pour une durée de 3 semaines. Je suis revenu pour la 3e fois pour vous parler de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans les districts de Mubende, Kiegigwa, Kassanda, Kadagi et Bunyangabou. Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur des districts de Mubende et de Kassanda sont interdits. Nous avons maintenant un total de 58 cas confirmés et 19 décès. Un bilan lourd qui nécessite des mesures strictes. Le confinement qui était autrefois rejeté par le président Museveni s'impose aujourd'hui comme une nécessité. Les forces de l'ordre sont par ailleurs chargées de mettre aux arrêts toute personne porteuse de virus qui refuserait d'être mise à l'isolement. La ministre de la Santé ougandaise compte sur l'implication de la population dans l'éradication de cette épidémie. L'engagement de la communauté est très important pour le contrôle des épidémies. Les épidémies commencent et se terminent dans les communautés. Lorsque les communautés sont engagées et formées à la préparation et à la réponse aux épidémies, elles peuvent trouver et arrêter les épidémies, ce qui permet de sauver des vies, de restaurer les services et de renforcer la résilience. Même s'il n'existe pour l'heure aucun vaccin contre la souche qui sévit actuellement en Ouganda, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé mercredi que des essais cliniques de vaccins pourraient débuter dans les prochaines semaines. En Angola, le président João Lourenço a prononcé son premier discours devant l'Assemblée nationale depuis sa réélection. Un discours dans lequel il a rappelé une de ses promesses de campagne, à savoir qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour donner à la population des meilleures conditions de vie. On l'écoute. Notre pays a été confronté à des problèmes privés complexes dans notre mode de vie et pour cette raison, l'exécutif va s'efforcer de terminer les projets de programme en cours pour le bien des Angolais. Je consacrerai toute ma force et mon attention à la recherche des meilleures conditions pour la population. Les principaux problèmes du pays, tels que nous le savons, tout au cours des 5 dernières années, notre pays a connu d'énormes turbulences, dont 2 crises qui ont créé des difficultés dans la vie de toutes les familles, entreprises et institutions de l'État. Ce mouvement social à présent qui perturbe la France à la veille de la manifestation lancée à l'appel de la CGT pour demander une augmentation des salaires, plusieurs professions pourraient se retrouver dans la rue. Si la grève a été initiée par le secteur des raffineries, le mouvement commence à faire tache d'huile. Valentine Exantius. Transport, éducation, fonction publique et énergie. Suite à l'appel à une grève nationale interprofessionnelle lancée par la CGT,
Mardi, ce sont plusieurs syndicats de différents secteurs professionnels qui vont s'organiser pour un grand jour de mobilisation, avec au cœur de leurs revendications les salaires. Alors la CGT, elle appelle à une grève d'une journée le 18 octobre et elle appelle à une grève de toutes les professions. C'est-à-dire que, bien sûr, il va y avoir les transports en grève demain, mais il y a surtout aussi plein de salariés du secteur privé, de l'industrie, des services, des banques, qui vont cesser le travail parce que la revendication qui nous réunit tous, c'est l'augmentation générale des salaires. Plusieurs perturbations sont à prévoir. Dans le secteur des transports, les cheminots de la SNCF comme les salariés de la RATP ont voté pour une grève. Un train sur 2 pourrait être affecté dans certaines régions. Au sein de l'éducation nationale, la réforme des retraites et celle du lycée professionnel qui prévoit une réduction du temps de cours au profit de stages en entreprise s'ajoutent aux motifs de contestation. Les organisations de jeunesse Fidèle, UNEF, MLL et la vie lycéenne s'associent au mouvement de grève. On voit bien que cette problématique-là, elle peut malgré tout attirer un certain nombre de sympathies à ces grévistes, y compris par le biais de ce qu'on appelle depuis 1995 la grève par procuration. Parce qu'un certain nombre de nos concitoyens ne s'engagent pas forcément dans des mouvements collectifs ou pensent que peut-être ils n'ont pas les ressources pour le faire. Dans la fonction publique, qui comprend les 3 versants de la fonction publique, étatique, territoriale et hospitalier, un préavis fédéral a été déposé. Celui-ci couvre la journée du 18 octobre et s'étend jusqu'à la fin du mois. Et vous l'avez probablement constaté, des files d'attente qui s'allongent devant les stations-service. De plus en plus de régions font face à des pénuries de gasoil et d'essence. Une situation qui pourrait durer puisque la grève des raffineries a été reconduite. Le gouvernement a donc annoncé la réquisition du dépôt de Feyzin, en plus de celui de Dunkerque. Lorraine Mabou pour les détails. Pas de répit pour les grévistes. La grève qui a débuté le 27 septembre dernier est reconduite sur les sites de Total Énergie situés en Normandie, Dange, La Mède, Feyzin et Flandre. Alors que des accords sur les augmentations salariales ont été conclus dans la nuit de jeudi à vendredi entre la direction de Total Énergie, la CFDT et la CFE-CGC, deux groupes syndicalistes majoritaires, la CGT, instigatrice du mouvement, rejette l'accord et veut poursuivre la grève. Le personnel d'exploitation de la relève de 13h a reconduit le mouvement jusqu'à ce soir 21h et conformément aux annonces que nous avons effectuées hier à l'issue de l'Assemblée générale, nous maintiendrons ce mouvement de grève et consulterons les salariés jusqu'à mardi, date à laquelle aura lieu un rassemblement interprofessionnel le plus large possible, nous l'espérons. Au gouvernement, l'entêtement de la CGT agace. Pour Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, l'heure n'est plus aux négociations. Il demande la libération des dépôts de carburant et des raffineries bloquées depuis près de 3 semaines. Il faut libérer les dépôts de carburant, libérer les raffineries qui sont bloquées, utiliser les moyens de la réquisition et faire en sorte que, comme dans toute démocratie, la voix de la majorité l'emporte sur la voix de la minorité. En réponse à la poursuite du mouvement de grève, le gouvernement a annoncé la réquisition du dépôt de carburant de Feyzin dans la région de Rhône à partir de 14h. Cette décision intervient après la reconduction de la réquisition du dépôt de Flandre, près de Dunkerque, pour alimenter les stations-service des Hauts-de-France, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté. Dimanche, sur le plateau de TF1, la Première ministre a tenté de justifier ces réquisitions. Et s'il y a des situations très tendues demain, par exemple, nous procéderons aussi aux réquisitions. Mais je voudrais que chacun soit conscient que la réquisition, c'est un outil qui ne peut pas être utilisé de façon courante et qui ne peut être employé que quand on a une menace de trouble à l'ordre public. La CGT reste ferme sur sa décision et continue à réclamer 10% de hausse salariale, ce qui est loin de l'enveloppe que Total Énergie prévoit de mettre sur la table pour répondre aux revendications. Coup de projecteur à présent sur la célébration internationale de la femme rurale. Cette année au Cameroun, le réseau des femmes rurales s'est réuni dans une localité près de la capitale Yaoundé. À cette occasion, nos correspondants Chimène Baleba, Pierre Parfendongo et Cyrine Guijoy ont rencontré des femmes entrepreneurs, productrices et transformatrices de culture maraîchère. Reportage.
450 femmes venues de divers arrondissements du Cameroun ont choisi de converger ici, à Akong-Abok, à plus de 46 km de Yaoundé, pour célébrer en communion la journée internationale de la femme rurale. Soucieuses d'améliorer leurs conditions de vie, elles sont constituées en groupes d'initiatives communes et exercent dans plusieurs secteurs: l'agriculture, l'élevage, la transformation des matières premières. Les femmes se sont démarquées dans plusieurs domaines. Nous avons déjà Mama Douala qui est très célèbre, qui fait dans le manioc, la consommation du manioc. Nous avons des femmes qui font des chips avec du melon. J'avais jamais vu ça, c'est extraordinaire. Nous avons des femmes qui font de l'huile de pistache. Parmi les activités phares, un atelier spécialisé sur les maladies des plantes, afin de leur permettre d'améliorer leur rendement. Parfois, vous allez prélever des boutures sur ces plantes qui sont malades, oubliant que c'est la maladie que vous allez transmettre dans vos nouvelles parcelles, c'est-à-dire vos nouveaux champs. L'idée, c'est de perpétuer cette tradition en découvrant toutes nos antennes. Ça permet à nos femmes de se rencontrer chaque année, de faire ce partage d'expériences. Nous ambitionnons, tout au moins sur les 6 mois, d'ouvrir 4 mini-usines dans les zones de production pour le manioc, pour le pistache, pour l'huile de palme dont nous avons un problème actuellement, c'est qu'on importe l'huile de palme. C'est terrible. Au Cameroun, le transport constitue l'un des problèmes majeurs qui entravent l'épanouissement des femmes vivant en zone rurale. Elles appellent ainsi à l'aménagement des infrastructures routières. Transporter leurs produits des villages pour la ville, c'est un gros problème de logistique, de transport. Elles arrivent avec des produits qui sont déjà parfois mouchés. Elles ont ce problème de culture. Selon le FAO, les femmes rurales représentent 40% de la population active agricole dans les pays en voie de développement. Améliorer leur productivité permettra à coup sûr de lutter contre l'insécurité alimentaire face à la conjoncture actuelle. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Laurent Leleu pour l'édition de la mi-journée. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.